projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique. Aujourd'hui, avec notre invité, nous levons le voile sur un enjeu méconnu, celui de l'eau lié bien évidemment au changement climatique. Pas assez d'eau ou au contraire, trop. Nous irons voir l'expérience béninoise. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Protéger nos ressources en eau, voilà une priorité qui devient de plus en plus urgente dans le contexte du changement climatique. Et c'est un enjeu clé pour Menno Houteman. Il est aujourd'hui le président de Nyresaur Industries, un groupe clé dans la préservation des précieuses ressources en eau de la planète. Il est notre invité du jour. Nous constatons une augmentation du bien-être. Les gens aiment avoir accès à de nombreux produits de luxe, à la nourriture, aux boissons, à la climatisation. Et tout cela fait augmenter la pression sur la demande d'eau potable dans le monde. Un restaurant traditionnel attractif pour les touristes, c'est le concept de l'établissement Totot d'Addis Abeba. À la clé, des plats gastronomiques de toute l'Éthiopie, des profits et plus de 200 emplois. Mes clients sont en grande partie des expatriés, des touristes, la diaspora éthiopienne et autres. Mais principalement, ce sont des touristes. Le Bénin tient tête au changement climatique et aux inondations grâce à un système d'alerte précoce. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. Je vous emmène en Éthiopie, à Addis Abeba, pour ce premier reportage avec l'histoire de contes de fées d'un cireur de chaussures. C'était vraiment le travail de Tenkir Teni il y a plus de 30 ans, avant qu'il ne s'aventure dans la gastronomie. Il est aujourd'hui à la tête de Totot, un restaurant traditionnel de plus de 200 employés qui pèse 4 millions de dollars. Notre correspondant en Éthiopie, Tefera Gedamou, a suivi son histoire. Regardez. Nous y voilà, robuste, grand et reconnaissable, un restaurant incontournable pour les gens qui ont de l'argent et qui recherchent une nourriture éthiopienne traditionnelle de qualité. Mes clients sont en grande partie des expatriés, des touristes, la diaspora éthiopienne et autres. Mais principalement, ce sont des touristes. Mais Tenkir Teni a fait un long chemin. Il s'était mis en route avec une idée totalement différente. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai commencé en tant que cireur de chaussures. Et c'était il y a 33 ans. Je lui dis que l'astuce ne réside pas dans le montant que vous gagnez, mais dans la capacité à épargner à partir du peu que vous gagnez. Né dans un village à 150 km de la capitale Addis Abeba, Tenkir est issu de la communauté Gurage, dont les membres sont connus pour débuter dans des postes modestes. Ils commencent comme cireurs de chaussures ou assistants dans un restaurant. Ce sont des personnes naturellement intelligentes qui peuvent voir la voie à suivre et ont une vision en termes de l'entreprise qu'elles veulent créer. Après seulement 3 mois comme cireur de chaussures, Tenkir a commencé à compléter ses revenus en vendant des produits de consommation comme des cigarettes ou du chewing-gum. 8 ans plus tard, une consultation avec ses clients de plus en plus nombreux a donné naissance à une autre idée commerciale qui allait le définir dans les années à venir. Ils m'envoyaient leur apporter de la nourriture de plusieurs petits restaurants du quartier. C'est alors que je les ai consultés pour ouvrir le mien. Et je l'ai commencé ici. Il a été construit avec des tôles ondulées sur un espace d'à peine 12 mètres carrés et un capital de 6 000 birrs, 111 $ US. Un travail acharné, suivi d'économies, a incité ce jeune entrepreneur à moderniser son restaurant. Et comme par hasard, cela s'est produit à un moment où l'Éthiopie se trouvait dans une situation de net redressement économique. Au cours des 20 dernières années, l'économie a été en croissance. Le Financial Times, un journal normalement très conservateur, a écrit en 2020 que l'économie la plus rapide pour la décennie 2010-2020 était celle de l'Éthiopie. Cela signifie donc qu'il y a beaucoup de retombées de cette croissance économique pour que ces startups se développent très rapidement. Et la clientèle éthiopienne de son nouvel établissement Totot allait absorber cette offre de restauration beaucoup plus onéreuse. Au fil des ans, la clientèle s'est encore diversifiée.
Nous avons un menu local et international varié. Nous préparons des plats de tous les coins de l'Éthiopie. Nous présentons les cultures de tous les Éthiopiens. Et nos clients expatriés sont stupéfaits. C'est un centre où diverses personnes importantes viennent se divertir. Et l'un d'entre eux se trouve être la star du blockbuster Rush Hour, Jackie Chan. Comme tous les autres, j'ai ouvert Totot pour gagner de l'argent. Mais je suis devenu un moyen de faire connaître la culture éthiopienne, notre identité au reste du monde. Je me suis lancé sans le vouloir, mais c'est devenu une institution culturelle inestimable et très bénéfique pour le pays. La musique était vraiment bonne. J'ai trouvé que la danse était vraiment amusante. J'aime toutes les différentes danses régionales. C'est assez différent de la danse que nous faisons à la maison, mais c'est amusant et je pense que c'est une belle danse. Et c'est devenu une partie de la norme, nous pourrions dire du package touristique des clients, en particulier lors de leur dernière nuit, il y aura un dîner d'adieu. Et ils pourront voir, chanter et danser au rythme de différentes régions. En général, ils l'apprécient tous. Le secteur est désormais devenu un acteur important de l'économie éthiopienne. Maintenant, nous avons plus de 400 hôtels, plus de 6000 restaurants et cafés, rien qu'à Addis Abeba. Le secteur des services s'est développé très rapidement, au point de prendre le dessus sur le secteur agricole. En effet, Totot revendique une part de cette croissance. Le restaurant a démarré avec seulement 36 employés et a depuis fait un bond considérable au cours des 15 dernières années. J'ai maintenant 202 employés ici, et ils ont leur propre famille. Ils ont un emploi stable. Après avoir fondé une institution qui vaut plus de 4 millions de dollars américains, il vise encore plus haut. Totot est maintenant une marque et j'aimerais que de grands investisseurs et entreprises africaines et autres me rejoignent. J'ai finalisé les préparatifs pour établir une petite Éthiopie. La conception d'un établissement qui mettrait en valeur la préparation des aliments et des boissons éthiopiens, l'artisanat et les tenues culturelles. Et son nom est le village panafricain restaurant éthiopien Totot. Dans notre pays, au-delà des entreprises de restauration, il y a beaucoup d'histoires d'ascension sociale. Et nous en voyons arriver chaque année. Mais le problème, c'est l'environnement réglementaire et la politique du gouvernement. Et le gouvernement semble s'en être rendu compte, notamment après que le secteur ait été durement touché par le Covid-19 et la guerre qui a suivi dans la région du Tigré. Cet entrepreneur et investisseur néerlandais a été l'un des fondateurs de la Semaine internationale de l'eau qui se tient chaque année à Amsterdam. Je veux parler de Menno Holteman. Le président du groupe industriel Nairus Soar Industries est un grand défenseur des ressources en eau, une source d'inquiétude croissante dans le monde entier, particulièrement en Afrique. Je l'ai rencontré à Dubaï pour parler des risques montants de pénurie, mais aussi des solutions à portée de main. Bonjour Menno Holteman, bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes le directeur général de Nairus Soar Industries. J'aimerais démarrer avec le contexte global sur le sujet de la rareté de l'eau. Les villes du monde ainsi que les zones rurales sont confrontées à des risques élevés si l'eau se raréfie pour les différents usages et pour l'approvisionnement des écosystèmes. Quels sont les enjeux aujourd'hui dans le monde? Comment sont réparties les ressources en eau au niveau de la planète? Merci beaucoup, Asha. C'est une question qui mérite probablement une réponse sous différents angles. Tout d'abord, nous constatons que l'eau devient effectivement rare, mais pas dans les zones typiques que beaucoup de gens connaissent. Par exemple, en Éthiopie. Mais nous voyons partout autour de l'équateur aujourd'hui qu'il y a une pénurie d'eau, ou alors il y a trop d'eau. Nous voyons donc beaucoup d'inondations. Des inondations dévastatrices comme récemment au Pakistan. Et en même temps, nous voyons parfois, même quelques semaines plus tard, que la sécheresse commence à se manifester et que la sécheresse, pendant une longue période, a vraiment un impact sur la vie sociale et économique des gens. Selon les Nations Unies, près de 70% de la population mondiale va vivre dans les villes. Un grand nombre de ces villes sont déjà surpeuplées. Nous constatons une augmentation du bien-être, les gens aiment avoir accès à de nombreux produits de luxe, à la nourriture, aux boissons, à la climatisation. Et tout cela fait augmenter la pression sur la demande d'eau potable dans le monde.
Pouvez-vous nous parler des activités de SOR en Afrique? Nous avons différents types de projets. Utilisateurs finaux de l'industrie, producteurs d'aliments et de boissons par exemple. Ils s'efforcent de respecter les réglementations et de réutiliser l'eau autant que possible. Nous constatons donc une tendance importante. Les clients industriels choisissent désormais la réutilisation de l'eau comme solution obligatoire dans les nouvelles usines et les nouveaux projets dans lesquels ils investissent en Afrique. Deuxièmement, nous constatons que les énergies renouvelables deviennent importantes en raison des prix très élevés de l'énergie. Les gens commencent à se rendre compte que d'autres sources d'énergie sont importantes. Ainsi, outre l'énergie solaire, qui est bien sûr appliquée avec succès dans cette partie du monde, le biogaz, la récupération des flux de déchets à partir de l'eau, devient une source importante. Nous venons de remporter un très gros contrat en Afrique australe où nous allons aider les utilisateurs finaux industriels à prendre leurs déchets organiques, à les convertir en biomasse et à les transformer en électricité, ainsi qu'à récupérer d'importantes matières premières comme les engrais. Cette électricité est renvoyée à ses clients. Nous fermons donc la boucle de l'eau et de l'énergie en essayant de récupérer le plus de valeur possible à partir de leur flux d'eau usée. En Afrique du Nord, par exemple en Égypte, nous aidons le gouvernement à Port Saïd, par exemple, dans les ports où l'eau domestique et l'eau industrielle sont mélangées, non seulement pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de traitements disponibles, mais aussi pour éviter que les effluents non traités servent comme eau pour l'irrigation pour les agriculteurs près du lac Menzaleh. Donc, pour concevoir, construire, exploiter et entretenir une infrastructure appropriée qui, pour les 25 prochaines années, se tourne essentiellement vers le traitement des eaux usées, qui est traditionnellement une solution de bout de tuyau dans une installation de récupération des ressources, où l'eau peut être utilisée en toute sécurité pour l'irrigation, ainsi que des ressources qui peuvent être utilisées pour aider les agriculteurs à faire pousser leurs cultures. La rareté de l'eau va croître à mesure que le climat continuera de changer. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? C'est un grand défi, bien sûr, mais il est également bon à savoir pour tout le monde qu'il existe déjà de nombreuses solutions. Donc pour nous, il s'agit vraiment de comprendre le problème et d'essayer de développer avec le client des solutions durables et résilientes, ce qui signifie très souvent que les clients doivent modifier ou optimiser certains de leurs processus. Afin de vraiment envisager d'utiliser chaque goutte d'eau. Chaque goutte d'eau compte, récupérant l'eau de pluie, réutilisant les effluents dont les eaux usées traitées comme eau de refroidissement ou dans les processus industriels afin d'éviter que la consommation d'eau ne devienne trop élevée. Nous constatons donc partout aujourd'hui, y compris en Afrique, que les clients commencent à mettre en œuvre des objectifs de durabilité, voire des objectifs net zéro, où ils essaient essentiellement de développer une boucle étroite très proche de leurs installations, très proche de leur ville, afin de s'assurer qu'ils deviennent autosuffisants dans le futur. Et bien sûr, dans des endroits comme Dubaï, où il n'y a pas de rivière et où il faut chercher d'autres sources d'eau. Ainsi, le dessalement ici dans la région est devenu une source d'eau alternative. Et en Afrique, bien sûr, on parle de pénurie d'eau, mais il y a aussi le manque d'infrastructures pour le traitement de l'eau. Est-ce aussi l'un des principaux défis ici dans cette région? Oui, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que la demande augmente, comme nous venons d'en parler. En même temps, les investissements dans les infrastructures nécessitent un financement à long terme. Et c'est ce qui manque à de nombreux pays, villes et municipalités. Et ce sont deux développements importants. Tout d'abord, nous constatons maintenant dans différents pays un meilleur environnement pour mettre en œuvre des partenariats publics-privés. Et les secteurs privés a ici une grande opportunité de jouer un rôle de premier plan. Non seulement en fournissant le financement, mais en combinant le financement avec une conception, une construction, un financement, une exploitation et une maintenance appropriée. Mais bien sûr, vous devez aussi vous assurer que vous avez accès à une infrastructure de pointe.
En utilisant les bons tuyaux, en utilisant toutes sortes de compteurs et de capteurs pour s'assurer que vous pouvez contrôler et optimiser le débit, que vous ne perdez pas d'eau et qu'à tous les points où vous avez accès à l'eau et où l'eau est utilisée, nous aidons nos clients à réduire leur consommation d'eau. Et en même temps, utiliser plus efficacement cette goutte d'eau au coût le plus bas possible, bien sûr. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Sécheresse ou inondation, parfois les deux. C'est de plus en plus le lourd tribut que l'Afrique paye chaque année au changement climatique. Et nous le voyons en pleine action dans la vaste plaine côtière du Bénin, une région où la population a toujours vécu d'aquaculture et d'agriculture, mais où tout a changé avec des inondations dévastatrices, notamment en 2010. Le pays a alors décidé de prendre la menace à bras-le-corps avec un système d'alerte qui fonctionne, comme l'avait constaté Lorraine Rimondi dans ce reportage au sud du Bénin. Regardez. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est là que se déploie une vaste plaine côtière constellée d'une multitude de fleuves, dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours, de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010 qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par les fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes, comme dans ce village d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Là, le risque pour ces populations est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là, et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes. Face à de telles menaces, le chef de l'État a décidé de réagir pour prévenir ces crises et permettre une meilleure gestion des risques. Avec le projet SAP, Système d'alerte précoce, inspiré de ce qui a déjà été fait au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes, grâce à un dispositif qui comporte des alertes graduelles, passant du vert pour une situation normale au rouge pour un danger imminent. C'est le cas aujourd'hui avec le début de la petite saison des pluies. Les scientifiques sont en ébullition car la situation est potentiellement dangereuse pour les riverains des 12 communes. 3 jours plus tôt, les observateurs qui relèvent matin et soir le niveau de l'eau sur des piquets gradués ont observé une élévation anormale du fleuve. Des données qui sont envoyées à la cellule d'alerte chargée de faire les prévisions en temps réel. Le graphe que vous voyez là met en relief au fait la prévision des inondations au niveau du fleuve Bonou. Là, vous voyez ce que c'est les observations, c'est-à-dire que c'est les informations que nous avons reçues de nos lecteurs au niveau de au niveau de la station de Bonou. Et là, en rouge, c'est la prévision que nous avons faite. Donc la prévision elle est faite sur 3 jours et c'est ce que vous voyez là. Quand l'alerte est donnée, les maires doivent faire évacuer les berges et mettre les habitants à l'abri. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions
ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Les effets du changement climatique représentent un risque vital pour les riverains. Mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des dommages estimés à 127 milliards de francs CFA, près de 200 millions d'euros, et avec aussi des impacts pour les populations, exemple avec le fleuve Niger. La commission de modélisation économique des impacts et de l'intégration des changements climatiques, créée par le gouvernement, elle devra prévoir l'impact économique et le coût de l'intégration des changements climatiques dans le budget de l'État. Une décision politique qui implique la mobilisation de plusieurs ministères. Le Bénin est l'un des 11 pays d'Afrique à bénéficier du projet SAP appuyé par le PNUD. Et sur le long terme, l'ambition affichée est de travailler avec ses voisins d'Afrique de l'Ouest. D'ores et déjà, le pays fait figure de pionnier, au-delà même du continent, preuve d'une réelle volonté politique de prendre son destin en main. Nous retrouvons maintenant Menno Holtemann pour la deuxième partie de son interview. Il nous parle des risques de tensions et même de conflits liés à l'enjeu de l'eau. Écoutons-le. Depuis des années, la crise de l'eau exacerbe les conflits et les tensions politiques. Quelle est votre vision en tant qu'expert de l'eau dans le secteur privé ? Je pense que nous devons vraiment comprendre que la pénurie d'eau et les sécheresses amènent les gens à faire le choix de rester ou de partir. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. Et nous constatons que certaines crises dans la région, voire les guerres, ont commencé et se sont accélérées parce que pendant très longtemps, les populations n'ont pas pu supporter les sécheresses et qu'elles ont dû chercher des endroits plus sûrs pour avoir accès à l'eau et à la nourriture. Ce qui entraîne également des migrations. Il s'agit donc d'un sujet où, en fin de compte, si nous voulons nous assurer que les gens restent et puissent vivre dans les environnements naturels où ils sont nés, nous devons leur fournir un accès à une eau propre et abordable. C'est vraiment là que tout commence. En plus de cela, il est possible de développer des activités économiques qui génèrent également des emplois et qui permettent aux gens de mener une vie décente et de développer leur bien-être. Et au final, cela stimule, disons, les économies. Donc, si nous pouvions nous concentrer un peu plus sur ce qui se passe entre l'Égypte et l'Éthiopie, vous savez, il y a beaucoup de tensions là-bas, et on voit que cela peut vraiment mettre les populations en danger. Le secteur privé peut-il aider dans ce genre de résolution de conflits? Et si oui, comment? Je pense que ce qui est très important, c'est que chaque goutte d'eau compte. Avec la technologie d'aujourd'hui, avec le numérique qui combine les deux, nous sommes en mesure d'aider les gens à identifier les endroits sûrs où vivre, où l'eau sera disponible, ou l'utiliser de la manière la plus efficace. Et c'est un domaine auquel nous, en tant qu'entreprise, essayons vraiment de contribuer. L'éducation est très importante parce que nous devons vraiment comprendre cet accès à l'eau potable et que nous ne pouvons pas gaspiller l'eau. L'eau est une source très précieuse. Sans eau, pas de vie. Et cela signifie également que nous devons prendre soin de l'eau. Nous devons aider à apprécier l'eau à sa juste valeur. Et dans cette discussion politique et parfois difficile, nous devons comprendre que l'eau ne s'arrête pas à la frontière. Et beaucoup d'aquifères souterrains se trouvent sous 2 ou 3 pays différents. Ainsi, arrêter l'eau afin d'en tirer profit entraîne des perturbations, pourrait risquer ou provoquer des inondations ou des sécheresses quelque part en aval. Je pense donc que l'humanité et les gouvernements doivent entretenir un dialogue permanent afin de s'assurer qu'ils utilisent l'eau de la manière la plus efficace possible. Et cela signifie qu'une vision intégrée, une collaboration politique entre les nationalités, entre toutes les différentes parties prenantes, est nécessaire pour faire ce qu'il y a de mieux. Le secteur privé joue un rôle très important, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Les partenariats public-privé sont donc absolument essentiels. Et bien sûr, on ne peut pas parler de transition hydrique sans parler de transition énergétique. Comment les deux sont-elles liées et comment des acteurs comme SOR travaillent-ils pour une transition plus durable? L'eau et l'énergie sont absolument liées. Comme l'eau, l'énergie et la nourriture sont en fait également très liées. Avec l'eau et l'énergie, bien sûr, cette année est devenue très importante en raison de l'augmentation des prix de l'énergie
et aussi du prix de l'eau dans de nombreux endroits. Notre secteur est donc mis au défi de contribuer à réduire les coûts du cycle de vie, le coût réel de la production d'un mètre cube d'eau, ou du traitement d'un mètre cube d'eau. Cela signifie donc, pour nous qui opérons des milliers de stations d'épuration différentes, que nous devons réduire la consommation d'énergie en interne. Nous utilisons donc beaucoup de technologies et d'outils numériques afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie tout en essayant de générer autant d'énergie que possible à partir des différentes sources de déchets qui proviennent essentiellement de notre infrastructure hydraulique. Les questions d'eau et d'énergie sont donc liées et ne peuvent être résolues que par une approche intégrée. C'est pourquoi nous proposons à nos clients un grand nombre de solutions différentes que nous mettons en œuvre partout dans le monde. L'eau a un rôle à jouer dans la sécurité alimentaire. Que faites-vous dans ce domaine? L'agriculture, bien sûr, joue un rôle très important. Et plus de 70% de l'eau douce dans le monde est utilisée à des fins agricoles. Tout d'abord, nous devons aider le secteur agricole à utiliser l'eau de la manière la plus efficace possible et toutes sortes de nouvelles technologies sont déjà appliquées, ou le seront dans les années à venir, pour utiliser l'eau de manière très précise. Les données GPS, les données sur l'eau et les données sur le sol sont connectées afin d'optimiser les rendements, les cultures et la qualité des cultures. Nous disposons d'un grand nombre de technologies qui nous permettent de récupérer des engrais organiques à partir de nos flux de déchets, dont vous avez bien sûr besoin pour faire pousser les cultures. Et nous voyons de plus en plus de cultures en serre, parfois verticales. Il s'agit donc d'utiliser, disons, une zone fermée afin d'utiliser efficacement l'eau et les nutriments pour faire pousser un produit de haute qualité. Les protéines, nous assistons à une transition vers des parties végétaliennes où toutes sortes de produits organiques naturels sont utilisés comme alternative aux protéines, à la viande. Nous participons également à un certain nombre d'initiatives dans le cadre desquelles, par exemple, des insectes sont élevés en tant que protéines alternatives et où nous nous occupons de l'ensemble de l'eau ainsi que du processus de traitement de ces types de protéines alternatives. La pisciculture terrestre à grande échelle va remplacer la pisciculture au niveau de la mer. Et une ferme piscicole terrestre ne peut fonctionner que si elle dispose de suffisamment d'oxygène et d'eau propre. Vous voyez donc ici aussi que l'eau et la sécurité alimentaire, ainsi que l'énergie, sont totalement liées. Mais l'eau est au cœur du problème. Et c'est là que nous, en tant que groupe, et Essor avec sa mission eau, nous essayons vraiment d'aider nos clients à améliorer la valeur de l'eau et à les aider à résoudre leurs problèmes d'eau, d'énergie et d'alimentation. Merci beaucoup pour votre temps. Ravi de vous avoir eu dans notre émission. Merci beaucoup, Asha. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Menno Hostelman ainsi que nos émissions sur notre site africaordinaire.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!